Je m'arrête là. Et j'en sais bien, tout ce que je vois, tout ce qu'il compte. Bon. On va continuer sur les discriminations. Ouais. Où on fait d'abord la flexibilité. À ton choix. Tu as une heure là? Excuse-moi, il est 4h moins 2. D'accord. Ça va? Bah oui, non mais Bon, ça fait 2 heures. allez. Déjà. Mon Dieu, c'est vrai que... Alors on va commencer par la flexibilité. Oui. Enfin c'est de multiples choses. C'est la précarité, c'est aussi la durée du travail qui est complètement éclatée depuis les accords de 2000. Alors, bon, on va commencer par les accords de 2000, tiens. C'est-à-dire... la durée du travail, l'aménagement du temps de travail. L'aménagement du temps de travail. Oui. Alors la précarité, c'est... Je me plaisais toujours à dire souvent que il n'y avait pas beaucoup... Le mot n'était pas souvent dans le code du travail. Il n'y a pas de précarité. Voilà. Le seul endroit où je me souviens d'avoir vu ça, c'est dans l'indemnité de précarité d'emploi. Mais c'est notre mot qui définit ce qui est précaire, ce qui n'est pas. Et c'est l'analyse qu'on en fait nous, si tu veux, de ce qui est effectivement quelque chose qui peut être dans un sens ou dans l'autre de façon très plastique, très élastique. Parce que les latins appellent le précarius, tu sais, ce qui était donné par les dieux, hein, de façon tout à fait aléatoire, et qui peut à tout moment reprendre. Donc, qu'est-ce qui est précaire? Donc, pour ça, je dis ça parce que c'est la première chose, et je me dis qu'est-ce qui est précaire là? Voilà. Tout est précaire et elle l'est. Enfin, donc, il faut qu'on fasse un peu un travail un peu formel de dire voilà, j'entends comme précaire ceci, des contrats dits précaires, des situations dites précaires du point de vue du travail, de l'horaire, etc. Si on prend ça, si on commence dans la période 2000 par là, on était effectivement à la fin de la grosse transformation Aubry 1, Aubry 2, de 98, si je me souviens bien, puis celle de 2000 après, de mars 2000. Et ça, c'était le cadrage quasiment final. On avait déjà des choses un petit peu avant sur la modulation, des choses comme ça, mais ça, c'était le cadrage final complet, une cathédrale, un monument juridique et tout. Sur la durée du travail, de tout ce débat que j'avais eu dans les années précédentes, où les salariés, les syndicats disaient réduction du temps de travail, et les patronats répondaient aménagement du temps de travail. Et c'est un petit peu tout ça, c'est tous ces aménagements possibles, imaginables. À la limite, tu pouvais quasiment tout faire en matière de durée, y compris des gens, j'en ai coincé un, qui a continué à payer, à faire 39 heures aux gens, on leur payait 35, ça avait déjà pas été. Mais après, tu pouvais commander le travail à telle heure, pas à telle autre, et y compris sur des méthodes illégales mais très difficiles à contrer, où tu as des employeurs avec des moyens plus modernes de travail, qui ont quasiment le portable salarié à la main et qui vont l'appeler 2 heures avant pour qu'il vienne. Et puis ça, sur la livraison à Rungis. Alors, après, là-dedans, sur la durée du travail, moi j'avais, comment dirais-je, un temps contraint. Parce que, pareil, mon gros secteur, pendant la plus grosse partie, j'ai travaillé Val-de-Marnez, 25 ans j'ai fait Rungis. Mon secteur, c'était la nuit, etc. Et donc, si tu veux, quand on ne pouvait pas travailler autrement, forcément, si tu veux, j'avais pas beaucoup d'évolution de l'horaire. Tu vois, que j'aurais été déjà en journée, j'aurais pu être des gens qui arrivaient à 5 heures. Là, il fallait être là la nuit. Donc, mon horaire pouvait varier, on pouvait faire beaucoup d'heures, si tu veux, mais on était fatalement dans l'horaire de nuit. Quoi. L'aménagement, si tu veux, les modalités d'aménagement étaient réduites par rapport à ce que j'aurais pu voir ailleurs, ce que j'ai pu voir ailleurs. J'ai quand même trouvé des durées du travail qui continuaient allègrement. Je me souviens, j'ai même un pointage, c'était bon, l'imprimerie, je crois, une grosse imprimerie. Un pointage où je crois, la première semaine, le type il fait 56 heures, la semaine suivante il fait 60 heures, et le début de la 3e semaine il y a un accident. Vous dire que c'était, enfin, des trucs presque caricaturaux. Et je me souviens les dernières presses que j'évoquais tout à l'heure. Les dernières presses, je les ai vues dans une entreprise qui devait fermer, qui faisait des chevilles métalliques, des clous, des choses comme ça. Et les dernières presses étaient destinées à être transférées en Tchéquie, je crois, ou en Slovaquie. Et les derniers temps, on devait produire beaucoup pour faire un stock tampon, le temps
d'emmener les presses, de les transporter jusqu'en Slovaquie. Et pour faire ce gros stock tampon, ils m'ont embauché des intérimaires. J'ai trouvé des 58, 59 heures, 60 heures. J'ai duré du travail pour les bestiaux, des trucs de bestiaux. Mon record, je crois, date de 88, je crois. J'avais trouvé des gens qui travaillaient en Marne, dans le ferroviaire, et ils réparaient des wagons et des trucs comme ça. J'ai trouvé un type à 85 heures, de mémoire. C'est 85 heures. Oh, vache. Ça, c'était durée excessive. Et par exemple, je me souviens que les intérimaires de la presse, des presses, il y avait de grosses presses. Je les ai coincés tout bêtement parce que je suis passé le soir dans la zone d'activité où ils étaient, et c'était en février. Et puis donc, la lumière était allumée très tard le soir. C'était bizarre, quoi. Et donc de très loin, tu voyais comme ils travaillaient, que c'était pas un horaire tellement habituel pour la boîte. C'est comme ça que je les ai coincés. Mais pareil, ça c'est à force d'aller chercher de l'information, de tourner dans la tête. Après, tu avais une autre population, une autre partie de précarité là-dedans. Celle-là, j'ai beaucoup travaillé. C'était l'intérim. Sur l'intérim, c'était l'horreur quand tu voyais que des gens faisaient contrat d'une semaine, contrat d'une semaine, contrat d'une semaine, pendant des mois, des années. Et là, à une époque, j'étais encore écouté, si je puis dire. 96, j'ai collé un PV à Mattel, la grosse internationale du jeu. Excuse-moi, tu as dit j'étais encore écouté. Oui, écouté par la justice. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ils avaient un entrepôt là-bas, dans les entrepôts à côté de Rungis, et ils bouffaient de l'intérimaire. J'y vais, je relève le PV, qui prend un certain temps, comme chaque année, parce que contrat pas contrat, pour montrer qu'il y avait des carences sont pas respectées, que les motifs ne sont pas les bons. Et le PDG de Mattel France vient à l'audience avec 2 avocats, ça prend 2 heures, et il est condamné à une amende ridicule par rapport à son salaire. Tu sais que ça commence comme ça, l'audience. Vous gagnez combien, monsieur 12 millions de francs qui fait. Il risquait 25 000 francs. 12 millions de francs par an. Bon, c'est ridicule, mais tu vois qu'ils se défendaient parce qu'il y avait un enjeu. Ton patron, il avait un enjeu à ne pas être condamné, etc. Machin. Et puis le parquet avait compris que c'était important. Machin. Au fur et à mesure que le temps est passé, c'est une matière de plus en plus dévoyée. C'est-à-dire que j'entendais les parquetiers me dire quand ils avaient un peu envie d'expliquer quelque chose, mais il vaut mieux avoir un emploi temporaire que pas du tout. Tu sais alors j'ai changé un peu de stratégie, je me suis dit, je vais essayer de taper sur le recours au travail temporaire, mais d'y ajouter des choses sur le statut, qui rendrait un peu le truc un peu plus dur. Hein, donc les situations, je fouillais. Je veux dire que j'ai fouillé des trucs pour pouvoir arriver à dire, monsieur le procureur a des PV. 1, recours abusif, recours anormal, au travail temporaire. Et 2, on ne leur a pas payé la prime comme les salariés permanents. 3, on ne leur a pas donné le repos. Pour montrer que c'était bon. Alors ça a marché un peu, parce que, ah oui, c'est un peu dégueulasse. Mais très vite, pareil, ça passait plus. Et donc tu vois que, ou alors j'avais des réponses judiciaires, mais merdiques à souhait. Au bout de 11-12 mois, on te disait classement sans suite parce qu'on a donné un avertissement au machin. Mais moi, j'aurais voulu, comme si c'était ça la réponse judiciaire, j'aurais voulu comme disait au bout de 3 mois. Parce que moi, au bout de 3 mois, j'allais vérifier. C'était bon pour mon plaisir. Mais le problème, c'est quand tu fais ça au bout de 12 ans, de 12 mois, 13 mois. Je me souviens, je suis allé dans cette entreprise à laquelle je pense, je suis allé au bout de 13-14 mois, quand j'ai eu le résultat de la justice, c'était parce qu'ils étaient PV un an après. Pour le contravention, c'était pratique. Et je me dis, je vais prendre l'avertissement, je vais aller voir. Tu vois. Et si ce n'est pas le cas, il va y avoir un deuxième PV. Pour que le procureur sache enfin comment sont les choses. Et la boîte avait fermé les déménagements tout le temps. Voilà. Donc si tu veux, c'est un domaine où j'étais très déçu parce qu'il y avait des choses là-dedans qui n'étaient pas normales pour les gens, c'était pas la loi, n'était pas respectée, etc. Et c'est devenu une habitude, un truc normal.
Peugeot a plus de travail, ils vont embaucher une équipe d'intérimaires, puis ils vont enlever les intérimaires parce qu'ils ont de travail. Normal. Il y a plus d'embauches d'intérimaires, c'est bon pour l'emploi, on sent que ça, mais ça fait partie du jeu. Et puis, au fond du temps, j'en suis venu à me dire, mais c'est presque cruel quand on arrive à cette situation-là, mais il y a des cas où je me suis dit, est-ce qu'ils vont mieux pas? Est-ce qu'ils vont mieux être intérimaire avec des boîtes qui ont à peu près d'intérim, qui ont à peu près cadré les choses maintenant, que c'est à peu près qu'on doit payer, ou être en CDI, c'est un sous-traitant prétendu, qui en fait un marchandeur, tu vois, qui va te jeter du jour au lendemain où tu n'as aucune garantie, tu vois, tu finis par te poser la question de dire, mais est-ce qu'ici vaut mieux, tu vois, dans le monde où on vit maintenant. Est-ce que tu peux faire la différence entre le sous-traitant et le marchandeur? C'est la vraie entreprise ou pas la vraie entreprise, mais la fausse entreprise est devenue une règle aujourd'hui, enfin tu vois, c'est une règle, c'est devenu la règle, c'est du personnel, voilà. Non, mais fausse entreprise, c'est devenu la règle. Explique fausse entreprise. Oui, ben, c'est les gens, si tu veux, qui se présentent comme entreprise, mais qui en fait ne font que prêter de la main-d'œuvre, on met à disposition de la main-d'œuvre. C'est pas autre chose. Quand tu réfléchis, tu sais, pareil à l'évolution du temps. Quand j'ai commencé quasiment, on va dire, c'est pas si vieux que ça, alors je suis allé chez lui-même. Enfin, mon entreprise type avait son gardien à l'entrée de l'usine, avait son service de nettoyage, la dame qui passait, qui ramassait les papiers et les machins qui passaient. Bon. Ça, dans quelques années après, c'est devenu un service extérieur. Désormais, tu as l'entreprise de gardiennage qui surveille ton site, et tu as la dame de ménage qui, c'est l'entreprise de nettoyage qui vient faire ramasser les papiers et les corbeilles le soir. Quand tu regardes bien, la plupart, pas toutes, parce qu'il y a des prestations qui peuvent être pointues, de bon nettoyage, mais la plupart de ces activités, c'est quoi? C'est un bonhomme qui est là, qui va recevoir, s'il reçoit des instructions des gens qui sont là. Et pas, ils ne vont pas aller chercher leur patron pour dire ce qu'il faut nettoyer là ou pas là. Non, c'est un bonhomme, c'est une bonne femme, avec son peut-être un chiffon à la main. Et ça, si tu veux, aujourd'hui, c'est une entreprise. Une entreprise à part entière. Et tu peux dire qu'il y a des prestations de services, qu'on appelle ça aujourd'hui, qui sont pas très loin d'être simplement un prêt. Et pourtant, ça colle. Qui dirait aujourd'hui, les entreprises de nettoyage sont pas, c'est pas normal, tu vois. Qui dirait aujourd'hui, et ces entreprises de nettoyage ont même abordé un peu le domaine des services, parce que si tu veux, il ne suffit plus de mettre la petite femme de ménage mais on va remplacer l'imprimant, on va remplacer la photocopieuse, on va remplir le papier. Bon. Donc c'est peut-être que ce monde-là, c'est devenu un monde dissolu où l'entreprise commence à devenir un peu bizarre. Et alors tu passes très facilement de cette entreprise officielle que personne ne mettra en cause aujourd'hui, qui ne fournit pas grand-chose à part du MESPEL, à l'entreprise qui ne fournit que du personnel. Et ça, tu en as des tonnes d'entreprises de services qui arrivent. Les gars à la chaîne, chez les autres. Et là, quand tu es sous-traitant comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on t'a pris pour que tu fournisses du personnel quand tu as besoin et quand tu lâches quand tu as besoin, machin, eh ben, je ne suis pas sûr que ton CDI là-dedans soit vraiment une garantie, tu vois, qui te garantit contre la précarité. Si me demande s'il ne vaut pas mieux être, tu vois, intérimaire, on va te travailler pendant 3 ans peut-être, mais si au bout de 3 ans, si tu veux t'es pas embauché, tu iras tirer les conséquences du juge. Et tu aurais été traité, je pense mieux, d'une certaine façon, sur ton statut en tout cas, que le petit salarié du petit entrepreneur, entre guillemets, sous-traitant de, prestataire de, etc. Ça, c'est... Et ça, c'est la précarité au sens, mais presque devenue une valeur presque moins mauvaise que d'autres, que ce qui se présente parfois aux gens aujourd'hui. Et tu as encore une autre sorte de chose, c'est ma précarité au salaire, parce que je fais des heures, je ne fais pas, et donc mon salaire est... J'ai même pas cette garantie-là. Les gens en temps partiel, nombre de personnes, on met 3 heures là, oh oui, 2 heures là, et puis au bout du compte, un mois c'est tant d'heures, un mois c'est tant d'heures. Et ça, c'est une marque des temps modernes aussi, putain ça c'est beaucoup développé, mais ta société elle fonctionne comme ça. Qui va mettre en cause aujourd'hui? À une époque, je me disais, mais si je devais poursuivre maintenant tous les gens que je suspecte d'être en fait du marchandage, du prêt illicite, que de la main-d'œuvre, mais je ne pourrais plus. Quand on faisait ça au début des années 80, je pense qu'on était des révélateurs. À l'époque où je regardais ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Il y a des marchandeurs. Et tu as la plupart des belles jurisprudences, c'est ça, c'est les années 80. Et ça, c'est devenu tellement la règle que c'est perdu maintenant. La société fonctionne
un tas d'unités qui sont là, qui prêtent, qui sont habitués à perdre un marché, à reprendre un autre, à partir, à déclarer les gens peu au prou, tu vois, à voir les gens qui travaillent, qui nettoient les chambres d'hôtel, tu as dû connaître à la chambre chez un sous-traitant. Je me demandais, je te dis, quand déjà, j'ai un hôtel comme ça, une fois, qui me faisait un CDD par jour, mais qui salariait les gens. Donc le CDD, tu avais une garantie qu'on te paierait ce qu'il faut, qu'on te paierait ta prime. Et un jour, ils ont remplacé ça par un sous-traitant qui venait avec des femmes à temps partiel, soi-disant. Je me demandais lequel était le meilleur des deux. Entre ces femmes de sous-traitants à temps partiel ou les CDD journaliers de l'entreprise en question. Quand on vient de poser la question de savoir qu'est-ce qui est le moins mal, c'est que c'est pas terrible, quoi. En tout cas, dans l'analyse que je fais de l'évolution de la société. Oui. La société d'aujourd'hui est plus confortable, mais elle est beaucoup plus complexe. Elle est plus confortable? Elle est plus confortable, c'était mieux que la société d'avant, mais elle est plus complexe. Autrefois, c'était peut-être moins confortable, mais les choses étaient plus simples. Ah bon. Tu vas sur n'importe quel chantier. tu vas chercher un problème de sécurité, et puis tu te retrouves avec une entreprise. Non, moi je suis sous-traitant d'une entreprise, puis qui est sous-traitant de machin, avec 3 intérieurs. Il y avait des chantiers où tu avais 6 personnes et j'avais 5 entreprises. C'est beaucoup plus complexe d'analyser la réalité, de tirer les conséquences éventuellement, d'aller chercher la bonne responsabilité. Et ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps, oui. Passer le temps à chercher les types. Ils étaient en train de faire de la peinture. Donc qui c'est qui fait la peinture? Mais tout le monde empêchait de là. Et c'est pour ça que c'est devenu beaucoup plus complexe. Mais la société, qui va la remettre en cause aujourd'hui, telle qu'il est fait? Personne. Tout le monde a l'air très content. Sur l'aéroport, là-bas, j'avais ma collègue, tous les 2-3 ans, elle a une valse de gens qui prétendument sont repris par un autre parce que c'est 222 patrons. Je dis pas, les gens, ils font que du travail de la main. Le matériel appartient à l'aéroport de Paris, et ils viennent simplement en équipe pour faire les bagages. Mais ça fait, tous les 2-3 ans, il faut que ça change de prestataire parce que ça permet aux prestataires de tirer sur les coups, etc. C'est la précarité. Sur Rungis, j'avais des gens. Ils étaient là depuis 20-25 ans pour certains, mais ils avaient 5-6 employeurs. Parce que tous les 2-3 ans, le marché du déchet était revu. Parce qu'il fallait faire tourner un peu, tu vois. Et puis le donneur d'ordre, comme ça, il tire un peu des mecs. Tu n'as pas le marché, je te dégage, tu fais le prix. Non, c'était très compliqué. Il était plus simple quand j'ai commencé à travailler. Moins confortable, plus simple. Quand tu dis moins confortable, tu veux dire au niveau sécurité? Oui. Au niveau même demande physique sur le travail, etc. à l'époque. Des boulots de forçat, quasiment, ceux qui existent encore pour certains, mais pour beaucoup ont été améliorés. C'est pas un truc qui a été amélioré, un des plus beaux progrès que j'ai vu. Ça, on progresse. C'est l'utilisation de la salle élévatrice pour les personnes. Quand j'ai commencé, tu avais tous les mecs, les clôtures, les charpentes, assis avec les fourchons. C'était systématique. Mon premier pays, c'était ça, officiel, à mon nom. Un mec sur un chariot automoteur, une palette, en train de monter la charpente. Et avec la démocratisation de l'utilisation qu'on peut louer, machin, c'est la plateforme élévatrice. Ça, c'est un progrès, tu vois. Qui délestait un peu aussi de la charge physique du travail, tu vois, de la merdique du travail. Moi, mes deux types sur le PV, je me suis fait un petit dessin pour que le cœur commence. Et le chariot était en la boue. La boue, le chariot s'enfonçait un peu comme ça. Le mec était, la palette était comme ça. Voilà. Et ça, c'est grossier, tu ne verras plus. Tu vois. Donc, sans ça, c'est plus confortable. On a plus de moyens. Mais c'est devenu compliqué. Oui, enfin compliqué, et, oui, enfin, le contrôle prend plus de temps. Hein. Oui. Et plus on prend de temps, moins on fait de contrôle. C'est du chronophage, bien sûr. Oui. C'est toujours les fils télégraphiques. Souvent, je me viens à cette idée-là parce que j'ai photographié ces trucs. Au fond de la Cambrousse, quand j'étais débutant là-bas, je me trouve un jour devant une maison et il y avait un échafaudage de pied, enfin, on appelle ça échafaudage, ça était de haut encore. Et tu avais sur un seul bastin, 1, 2, 3, un type, ils en disaient tout le mulet, et donc ils prenaient chacun un haut, sur un seul bastin chacun. J'appelais ça un peu, tu sais, les gens qui étaient un peu comme les petits oiseaux sur le fil télégraphique. Tu avais le fil télégraphique, c'était la planche,
trois planches, puis les trois. Et, mais je me souviens, c'était pas compliqué. Tu leur disais, messieurs, s'il vous plaît, en bas, on va discuter. Les trois étaient de la même entreprise, les trois étaient peintres, les trois refraient un même employeur à qui tu peux faire la leçon, le tuer, le massacrer, le verbaliser, lui dire la semaine prochaine vous venez avec un équipement que je vois vous avez acheté. Mais il y avait un employeur, c'était simple, tu vois. Voilà. Les trois types étaient. Voilà. Une fois que tu avais compris les choses, c'est ça. Aujourd'hui, la même situation, je te dis, ça va être un intérimaire, un machin, sous-traitant de machin, on ne sait pas qui c'est, comment, pourquoi, machin. Avant que tu comprennes ce qui se passe, il faut que ça m'organise. Il va se passer un peu de temps, effectivement. On a une réglementation, en plus, beaucoup plus complexe. Complexe, oui. Ou très dérogatoire, et qui fait que ça complique les choses. Quoi. Oui. Je m'amusais une fois avec un PV du travail, parce que je me disais, mes constats, ils étaient sur quasiment rien, c'était très simple. J'avais les livres de route pointage, je crois pas, c'était le temps de travail effectif, il n'y avait pas de problème, tout était. Mais après, dans ma qualification juridique, j'ai dû prendre 2 fois plus de place pour dire, mon employeur, il ne relève pas de telle convention, donc il ne peut pas déroger à ça. Mon employeur, il ne relève pas, c'est toi qui peux déroger à ça. Pour montrer qu'il peut rien payer, tu vois, pour qu'on ne puisse pas me dire, mais si, j'ai une dérogation, tellement il y en avait possible. Et ça arriverait plus de place que le constat lui-même, tu vois, pour démontrer qu'on n'était pas possible. Il n'était pas possible qu'on fasse des dérogations. Tu sais, je mettais tout ça pour anticiper. On ne vient pas me sortir des arguments qui n'existaient pas. Et ça, on m'avait appris ça à l'INT. Moi, je dis, les jeunes que je voyais, ils avaient fait ça. Dans le PV, t'anticipes. C'est le type qui va te dire, ah, j'ai pas mis le garde-corps, c'était impossible. Non, dans ton PV, tu vérifies. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est possible de faire? Et tu le fais. C'est possible de faire. Pour couper des arguments. Et si, je me souviens de ce truc, durée du travail, le domaine roi des dérogations. Non, il ne peut pas déroger à ça, il ne relève pas de la convention de TIL2, il n'y a pas d'accord qui permet de, il y a un accord qui permet de, mais pas ça, pour montrer que. Oui, parce que la dérogation est parce que. Puis les accords collectifs, on est là-dedans. Les accords collectifs, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Il y avait la difficulté qui est que tu n'es pas juge de ça. Tu peux contrôler, tu es compétent, tu peux dire des choses. Tu n'es pas le juge de ça. Il y a validité d'accord. Sous l'appréciation souveraine des tribunaux. Absolument, absolument. Belle formule. Tu peux travailler là-dessus, mais moi j'ai surtout tapé là où j'avais l'ordre public avec moi, sur les salaires minimums étendus, tu vois, les accessoires de salaires étendus. Là-dessus, pareil, c'est des choses aussi impardonnables que quelqu'un qui soit dans une branche ne soit pas en capacité de respecter les accords de branche. Tu vois, c'est tout, je pardonné par un CPV systématique. Mais pour le cas des salaires, dans des branches à négocier, dans une branche dont le salaire est étendu, tu vois. Mais pour les autres, tu vois. Bon, écoute, on va conclure peut-être sur les discriminations, même si c'est énorme. On va faire discrimination en raison syndicale. Et donc là, on peut faire du protégé aussi. Et puis discrimination en raison de la santé. Et la prochaine fois, on fera discrimination. Tu me demandes quoi, hein? Homme-femme. En raison du sexe. Parce que ça, c'est quelque chose. S'il y a bien quelque chose qui n'avance pas, c'est bien ça. Ouais. Pourtant, c'est pas faute de nous faire des trucs et des machins et de changer tous les 3 jours. Oui. Ah ouais, on a fait des épaules. Quand j'ai quitté, c'était une demande, on disait non, on devait avoir 3 ans, je crois, de mémoire. 3 ans à ne pas avoir respecté l'indice pour qu'il y ait une pénalité. Le temps qu'on permette d'avoir 3 ans pour pouvoir regarder. Moi, j'étais même plus en service. Répète. J'étais même plus en service. Ouais. Tu sais qu'il fallait que l'entreprise ait été pendant 3 ans n'ait pas respecté l'indice, si je me souviens, pour que la 4e année, on puisse la pénaliser, la sanctionner, machin. Et quand j'ai reçu ça, moi, j'ai mis dans 4-5 ans, moi, je ne serais pas là. Mais l'alimentation va même changer quand on pourra arriver à verbaliser. Avant, on ne peut pas, il n'a pas atteint 3 ans de non-respect. Non, c'est des alimentations un peu bizarres. Et je ne dis pas que les choses peuvent se faire immédiatement, mais je ne dis pas 3 ans. Bon, mais ça permet aussi d'afficher qu'on fait des choses, que machin, enfin, après, c'est le rôle des politiques, c'est plus l'administration. Non, oui, enfin, bon, sur les hommes-femmes, on pourrait faire de temps en temps quelque chose, mais c'est si peu.
Puis même des fois, je me suis planté lamentablement sur cette plate. Je me souviens une fois où on me dit, mais pour que j'ai quelque chose un peu jouable, mais indépendamment des demandes du ministère, j'ai essayé de trouver, on me dit, voilà, c'est une thématique, je vais essayer de travailler un peu là-dessus. Et j'ai essayé de trouver des entreprises où j'aurais des hommes et des femmes pour pouvoir comparer. Si je me trouve une entreprise avec des hommes, ça va être compliqué. Il y a des hommes et des femmes. Et je me trouve une entreprise du commerce de gros, de matériel de plomberie. Ils vendent des... En gros, c'est Gévéry, je ne sais pas si tu les connais, c'est un truc, c'est pas comme de lavabo, c'est des Suisses, dans la mémoire. Et je me dis, tiens, cette boîte-là, pas mal, il y a des hommes, des femmes, un tour. Puis je déroule tout le truc, combien d'hommes, combien de femmes, montez-moi les fiches de paie, faites ce que vous voulez tranquille, on est pour 2 heures, et puis je viens vous voir, voilà, pour être tranquille. Et je me suis aperçu, pour faire court, qu'en fait, les mieux payés, c'est les femmes. Les mieux payés, c'est les femmes. Et oui, j'ai choisi j'avais choisi le mauvais client. Et en pensant que, tu vois, que là, j'avais un tableau comparatif, donc c'était important, tu vois, vraiment. Et en fait, c'est parce que l'entreprise faisait des recrutements depuis peu de temps, 2-3 ans. Ils essayaient de se dire, c'est plutôt un domaine d'hommes, donc on va commencer à recruter les femmes. Et donc ils ont été chercher à embaucher dans ces emplois commerciaux des femmes, et ils avaient embauché 2-3 femmes qui avaient 2-3 anciennetés. Et en plus, comme ils avaient embauché récemment, ils avaient pris des gens qui étaient bien formés. Et donc ces femmes faisaient les meilleures performances. Et les gars, comme une partie du boulot était à la performance, ils étaient mieux payés à bout de compte. Je dis que j'avais mal parce que je bien planté, mon gars. Mais voilà, c'était à peu près ça. Et je me souviens aussi, mais c'était en Marne, donc c'est pour dire que c'était pas aujourd'hui, d'un magasin de vente de vêtements au détail, où ils étaient 9 personnes, je crois. Il y avait un homme et 2 femmes. Et je m'aperçois que le monsieur était mieux payé que les femmes. Et j'ai commencé à ramasser tout pour éviter qu'on ait tel argument et autres. Et puis j'arrive à un truc, et quand l'employeur me dit, mais vous savez, le monsieur, c'est lui qui vend le cuir, c'est le seul à vendre le cuir. C'est lui qui vend les vêtements en cuir. C'est le seul qui a le rayon cuir, et le rayon cuir c'est plus cher que le rayon des vêtements d'autres. C'est pour ça qu'il est payé plus cher. Et j'ai dit, fermez ma gueule. Mais je le tenais, enfin, je le tiens, encore une déception. Encore une déception. Oui, mais est-ce que c'était une qualification supérieure? Oui, parce que le cuir c'est un peu un vêtement un peu particulier, tu vois. Oui. Oui, mais... Ah ouais, non. Enfin, Tu penses que ça aurait... Oui, je sais c'était la route. Même les femmes que j'avais eues en douce dans le truc, mais non, le cuir, il me disait, c'est un peu différent, machin, ouais. Ça, c'est les vêtements en cuir, c'est un peu différent des vêtements de base, quoi. Ouais. Et donc, je pense que l'argument, il aurait tenu, quoi. Si j'avais aligné là-dessus, à l'époque, je pouvais, l'égalité salariale, à l'époque, j'avais texte. Je pouvais, mais... les textes sur l'égalité salariale, c'était lesquels? Il y avait le 140... c'est un code, 141 qui disait que c'était un délit. C'était un délit de ne pas payer la même rémunération aux hommes et aux femmes. Mais ça existe toujours, cet article. Oui, mais c'est pour dire que je parle de quelque chose de très ancien, tu vois, et ça existait déjà. Tu vois, mon exemple est ancien, hein, tu vois, et déjà à l'époque, il y avait un texte sur l'égalité salariale. Ce qui a été ensuite étendu, si je puis dire, c'est l'égalité au sens plus large du terme, évidemment, hein, sur un tas de choses, hein, sur un tas de dispositifs. Mais le salaire lui-même, c'est un vieux texte. On peut dire qu'on a découvert ça il y a 20 ans, non, qu'on a découvert ça il y a 20 ans, c'est quand même pas dommage. Mais c'est vrai que le combat des femmes n'était pas le vent en poupe. Mais il a pu l'avoir très intéressante. C'était pas des contraventions. Non. C'était un délit. De mémoire, et tu penses qu'aujourd'hui c'est encore ça? Ce qui était une contravention, c'était le fait de ne pas afficher le texte sur l'égalité. Oui. Alors, j'ai connu des gendarmes malencontreux, des gens pas bien, je pense, qui s'amusaient à faire le tour de petites boîtes qu'ils n'aimaient pas, tu vois, quand un petit peu un faciès pas sympa, tu vois, et qui les alignaient systématiquement pour la contravention de ne pas avoir affiché l'égalité homme-femme. Oui. Oui, c'est pour te dire que... C'était classé sans suite. Oui, c'était classé sans suite. Mais je trouvais que ça faisait vraiment dégueulasse qu'on allait faire ça. Mais c'était des contrôleurs ou des gendarmes? Les gendarmes, non. Hein, Non, c'est des mecs qui... Voilà, ils avaient que ça à faire. Ils faisaient leur discrimination à leur façon. Et c'était très facile, c'est pour ça que c'était très facile, il suffisait de ne pas afficher contravention. Mais non, le délit lui-même, il était vieux. Et tu dis, je trouvais ça, dans un premier cas,
Et puis après, je n'ai même pas trouvé beaucoup où des femmes sont venues me dire on est moins payés, on est moins maltraités, ou tel réseau qui fait une différence, machin. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? J'avais vu aussi, oui, une fois, une dame qui était venue me dire que les femmes étaient discriminées. C'était dans un éditeur, chez l'éditeur, un entrepôt d'un éditeur. Et elle me disait, en fait, les femmes ne font que le ménage, et il n'y a que les hommes qui font, qui éditent, qui rangent les livres, qui les classent. Et je comprends, mais c'est intéressant, pourquoi moi je... Et en fait, on s'est aperçu qu'en fait, pour classer les bouquins de ça, il fallait savoir bien lire et écrire. Voilà. Donc ils avaient, pour classer les bouquins, comme beaucoup d'employeurs que je fais sur manœuvre, hein, on a vu quelqu'un, ils avaient des petits français qui savaient très bien lire et écrire, et pour nettoyer, ils avaient des petites maghrébines qui ne savaient pas un mot français. J'ai vu comme ça.